Alors, pourquoi le choix de cet atelier ruralité pour un institut Kervégan plutôt nantais? En fait, c'est parti de l'impression et du sentiment qu'on crée de stéréotypes projetés sur l'espace rural et qu'en fait, les territoires métropolitains avaient une certaine méconnaissance de la richesse et de la vitalité de ces espaces ruraux. Sachant que les stéréotypes parlent de territoires pauvres, de territoires où les résidents sont peu diplômés, où il y a peu d'attractivité. Donc en fait, beaucoup de stéréotypes très négatifs, alors que bien évidemment, ces territoires ruraux sont très riches d'innovation sociétale, sociale, riches également donc d'expériences au niveau de la transition énergétique, au niveau de l'emploi de matériaux biosourcés, des circuits courts, de la réindustrialisation aussi de certains territoires. Donc c'était vraiment pour démonter tous ces inputs négatifs que l'atelier ruralité s'est créé. Néanmoins, assez vite, nous avons été confrontés à une réelle difficulté. C'était la définition de ce qu'on peut sous-tendre par ruralité. Et en fait, à l'échelle d'un territoire comme celui du département de Loire-Atlantique, quoi de commun? Qu'est-ce qui peut rapprocher des territoires comme le Pays de Ré, qui appartient maintenant à la communauté de communes de Pornic-Agglomération, une station donc balnéaire comme ville-pôle, les territoires ruraux des communes de la communauté de communes de Erdre-et-Gesvres, pour partie limitrophe de la commune même de Nantes, ou de pays ruraux comme le pays de Châteaubriand, considéré comme très isolé, qui fonctionne plutôt en autonomie, bien que relié maintenant donc avec le tram-train à la ville de Nantes. Les définitions de l'INSEE également ne nous ont pas véritablement été d'un grand secours, parce que comment peut-on parler de rural isolé alors que par définition, tous les territoires ruraux sont connectés d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins d'intensité, à d'autres bassins de vie ou bassins d'emploi, y compris sur les espaces métropolitains. Enfin, donc pendant assez longtemps, les travaux nous ont semblé un peu complexes, bien que porteurs d'énormément d'envie, d'ambition, et nous avons voulu approfondir la relation étroite que pouvaient entretenir ces territoires ruraux, périurbains, avec la métropole. Pour ce faire, donc, l'Institut Kervégan a passé une commande auprès d'un groupe d'étudiants en Master 1 de l'IGARIN, l'Institut de géographie et d'aménagement régional de l'Université de Nantes. Et nous avons suivi les travaux et accompagné les travaux de ce groupe de 4 ou 5 étudiants pendant une année. Ils nous ont présenté une méthodologie particulièrement intéressante, basée sur vraiment des expérimentations de terrain basées sur des enquêtes auprès des lycées de tous les territoires ruraux choisis pour leur diversité, donc territoire de la banlieue bleue, donc de Pornic-Agglo, territoire de Blain, territoire de Châteaubriand et d'Erdre-et-Gesvres. Donc je disais une méthodologie tout à fait intéressante, enquête auprès des lycées, enquête également dans les tram-trains pour justement donc percevoir plus précisément la question de la mobilité, entretien avec des élus également pour savoir quelles étaient les politiques intercommunales conduites en termes de équipements publics, également essayer de percevoir les relations en fait de ces territoires avec la métropole nantaise. Et puis dernière proposition méthodologique de ce groupe d'étudiants, c'était la réalisation de cartes mentales. En effet, alors les cartes mentales, c'est simplement demander à une personne, par exemple vous-même, de dessiner votre territoire et comment vous le reliez à la métropole de Nantes. Et on s'aperçoit que selon en fait les intérêts des uns des autres, eh bien l'espace urbain va prendre une dimension tout à fait importante. Pour d'autres, ça va être plutôt la liaison de la mobilité et la connexion à l'espace de Nantes Métropole. Donc c'est extrêmement intéressant au point de vue des représentations sociales d'utiliser donc cet outil carte mentale. Et donc, en fait, nous sommes aperçus de la diversité des espaces ruraux et que l'attente de la ruralité s'exprimait également par rapport à un requestionnement des politiques publiques et notamment des relations précises entre la métropole et ses territoires ruraux. Certains territoires ruraux fonctionnent plutôt en autonomie et donc sont moins
demandeurs d'une nouvelle gouvernance. Je pense par exemple à Pornic ou à Chateaubriand. Par contre, pour une première et deuxième couronne élargie, où les relations avec la métropole Nantes-Saint-Nazaire sont particulièrement étroites, au point de vue des distractions, au point de vue de l'éducation dans les universités ou le supérieur, ou bien évidemment pour des relations professionnelles avec le travail sur la métropole, eh bien, il y avait vraiment une attente extrêmement forte sur une nouvelle gouvernance. Alors, nouvelle gouvernance parce que les politiques publiques engagées et définies à l'échelle du territoire métropolitain, en fait, ont des répercussions tout à fait sensibles sur les territoires voisins, et également un besoin de poser les termes d'une nouvelle alliance. Alors, on parle beaucoup d'alliance des territoires, et en fait, plus une attente et un besoin de concertation au point de vue horizontal. C'est-à-dire que chaque territoire a le même impact en termes de vote, par exemple. Parce qu'on est plus peuplé, qu'on doit avoir plus de poids au niveau de la décision publique. Et ces attendus au niveau de la ruralité nous ont semblé assez intéressants et pour notre part, très modestement, donc avait une résonance assez forte avec le dernier ouvrage donc de Jacques Lévy sur ces géographies du juste et de l'injuste. Comment en fait le choix d'habiter en première, deuxième couronne, donc dans un espace périurbain ou rural, avait également une résonance sur la vie de chacun. C'est pourquoi nous sommes particulièrement honorés, effectivement, que Jacques Lévy ait accepté notre invitation pour nous présenter son dernier ouvrage. Alors effectivement, Jacques Crochet vous a présenté, hein, vous êtes chercheur, enseignant, vous êtes l'auteur de très nombreuses publications qui font date. Je pense notamment à votre dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, co-dirigé avec Michel Lusseau, qui est une somme pour tout géographe et tout citoyen. Vous avez également publié un ouvrage sur Réinventer la France en 2013. Et maintenant, vous venez nous présenter votre théorie de la justice spatiale, géographie du juste et de l'injuste. Il y a effectivement beaucoup de résonance dans l'actualité. Et autant pendant longtemps, on a pu parler de justice sociale, mais la question de la justice spatiale, voilà, est plutôt récente. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Moi, je suis très honoré de votre invitation. C'est vraiment très rassurant de voir des groupes qui réfléchissent ensemble et qui contribuent à faire le lien entre la vie sociale et puis une scène publique qui n'est pas forcément directement politique, mais vous produisez des choses qui sont, je pense, utiles et vous faites en sorte de les communiquer à d'autres qu'à vous-même. Je trouve que c'est vraiment très précieux. Et donc, moi, je suis très honoré d'être ici. La justice spatiale, en effet, c'est une nouvelle manière d'envisager l'espace, mais c'est aussi une nouvelle manière d'envisager la justice. C'est une longue histoire en ce qui me concerne. C'est-à-dire que pendant longtemps, je voyais ça de loin, disons qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'y intéressaient. Il y avait d'un côté des théories de la justice qui étaient le fait de philosophes politiques, avec notamment l'œuvre qui a fait beaucoup parler d'elle de John Rawls dans les années 70. Ça a mis longtemps d'ailleurs à percer sur le marché des idées francophones, mais ça a fini par arriver et c'était un peu un cas unique. Tout le monde discutait de ce que avait publié John Rawls, mais il n'y avait pas de théorie véritablement rivale, en tout cas pas exprimée de la même façon, mais en même temps on voyait que la théorie de John Rawls était quand même une des théories possibles, et on avait notamment les libertariens qui s'opposaient à Rawls, les utilitaristes aussi qui étaient les adversaires explicites de Rawls. Et puis ensuite est apparu
un auteur un peu différent qui s'appuyait sur Rawls, qui est Amartya Sen, qui est un économiste au départ, prix Nobel d'économie. Il a pris les choses sous un angle un peu différent. Donc voilà, il y avait ce paysage que personnellement je connaissais un peu, mais qui n'était pas central pour moi. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que les questions d'espace, et en particulier la composante politique de la géographie, parlaient beaucoup de justice, en fait. Et que le moment il devenait urgent de donner un sens plus précis au mot justice. Alors ça s'est traduit, disons, par le fait que dans notre laboratoire à l'EPF, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, nous avons été un peu à l'affût de projets qui auraient donné une consistance de recherche empirique à ce questionnement sur la justice. Et donc c'est notamment le cas de Jean-Nicolas Fauchy et Anna Pauvoise qui ont fait leur doctorat sur ces sujets. Jean-Nicolas Fauchy, par exemple, a fait ce qu'on appelle un jeu sérieux, c'est-à-dire qu'avec un informaticien de notre équipe, il a construit une interface permettant à des individus ordinaires sans formation particulière de proposer leur carte des hôpitaux dans un espace un petit peu arrangé par rapport à la réalité pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Donc il a fait ça en Suisse, dans le canton de Berne. Et on a été très frappés du fait que ces personnes avaient une attitude très précise, très réfléchie, très organisée. Ils comprenaient très bien les enjeux et on avait l'impression qu'ils avaient lu tous les auteurs que je viens de citer, même si ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que nous n'avions pas de mal à les situer parmi les grandes philosophies de la justice. Et puis Anna Pauvoise, elle a travaillé à Porto, donc au Portugal, en interrogeant de façon très très approfondie des gens dans différents endroits de la métropole. Porto est une grande ville avec de grandes parties qui sont diffuses, donc où il y a pas forcément un sentiment d'appartenance à la métropole. C'est ce nord du Portugal qui était assez densément peuplé en tant qu'espace rural, qui s'est retrouvé, c'est d'ailleurs pas si différent, donc c'est des régions bien catholiques, donc il y avait beaucoup d'enfants, comme en Bretagne, compris. Ça ne nous choque pas si je dis que Nantes est en Bretagne. En Bretagne et ou à Nantes. Voilà. Donc qui créent justement des formes d'urbanisation particulières. Donc c'est un problème d'ailleurs, petite parenthèse, qu'on connaît de façon autrement plus massive dans l'urbanisation actuelle en Asie orientale, où là ce sont parfois des centaines de millions de personnes qui se trouvent dans des périphéries de grandes villes assez proches. On a actuellement peut-être la plus grande agglomération morphologique du monde, qui est le delta de la rivière des Perles, qui s'approche des 100 millions d'habitants dans aggloméré, pas l'aire urbaine, le pôle urbain, si on utilise le vocabulaire de l'INSEE, avec une continuité du bâti sur une superficie qui est plutôt de l'ordre de l'Île-de-France. Donc une France et demie sur la superficie de l'Île-de-France. Et il y a une part de migration, mais c'est aussi parce que c'était des zones rurales, agricoles, extrêmement denses précédemment. Donc cette étude à Porto était intéressante parce qu'elle permettait de voir comment, sur des questions très micro-locales, les gens convoquaient là aussi des idées de justice. Et c'était là encore impressionnant de voir comment les gens, quelle que soit leur origine sociale, leur niveau de formation, étaient capables de répondre à des questions qu'on leur posait qui impliquaient des concepts assez abstraits. Et peut-être un peu l'apothéose, pourrait-on dire, on l'a eu avec une enquête en France
sur la commande du CGET, du Commissariat général à l'égalité des territoires, qui est l'héritier de la DATAR, vous connaissez, je pense, spécifiquement sur la justice spatiale. Et là, on a fait une enquête dans plusieurs régions, y compris en Bretagne d'ailleurs, dans plusieurs types de gradients d'urbanité pour essayer de saisir la diversité de la société française du point de vue notamment de ses localisations et de ses modes d'habiter. Et donc là, c'était des entretiens semi-directifs dont la consigne de départ était qu'est-ce qu'une société juste? Et on avait présenté ça à nos amis du CGET en leur disant que ce qui nous intéressait, c'était de voir si spontanément ils parlaient d'espace à propos d'une société juste, c'est-à-dire si pour eux la composante spatiale de la justice était spontanément présente. C'est pour ça qu'on ne leur parlait pas tout de suite d'espace. Ensuite, on avait prévu des relances s'ils en parlaient ou s'ils n'en parlaient pas, sur des thèmes comme le logement, la mobilité, etc. Et donc, nos amis du CGET avaient très peur qu'il y ait un filtre culturel, que sur une question aussi difficile, a priori, que qu'est-ce qu'une société juste, il y ait en fait une hiérarchie qui s'installe avec des gens qui auraient la parole facile et puis des gens qui auraient du mal à s'exprimer, que ça rendrait muet. Et nous faisions le pari que ce n'était pas le cas. On avait déjà des petites expériences. Et puis, on savait aussi que depuis qu'on a 1 an et demi ou 2 ans, on sait dire c'est pas juste. Et que finalement, la question de la justice, elle est centrale dans la socialisation des individus. Et ça ne se perd pas, en fait. Les gens n'oublient pas quand même que c'est une question qui les intéresse. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Donc, on est arrivé auprès des gens en leur disant qu'on allait leur parler de leur vie quotidienne, de problèmes divers. Donc on leur a pas dit qu'on allait leur parler de justice, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas préparé ce discours. Et c'est très frappant quand on entend l'audio, enfin les enregistrements de ces entretiens, il n'y a pas de blanc. On leur dit qu'est-ce qu'une société juste, et au quart de tour, ils disent des choses différentes d'ailleurs les uns des autres, mais ils avaient une réponse prête dans leur tête. Pour la petite histoire, la seule réponse refusée, c'était une professeure de philosophie d'une université d'une autre ville de Bretagne que Nantes, qui nous a dit « Comment osez-vous me poser une question aussi complexe en me demandant d'y répondre en 5 minutes alors qu'il faudrait au moins 8 heures d'exposé pour tenter de la cerner ?» Donc c'était complètement l'inverse de ce qu'on aurait pu craindre. Donc les citoyens ordinaires, aujourd'hui en tout cas, peut-être que ça n'aurait pas été le cas il y a 100 ans, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui, la justice leur parle. Et l'autre chose dont on n'avait pas la réponse a priori, est-ce qu'ils allaient parler d'espace? Oui, ils parlaient d'espace, donc au moins le tiers, spontanément, citait des exemples clairement liés à la géographie pour illustrer leurs propos sur la justice. Et les autres qu'on relançait n'avaient aucun mal à faire le lien entre ces sujets qui n'avaient pas spontanément abordés et la question générale de la justice. Donc ça nous a plutôt conforté sur l'idée que c'était une bonne idée. Et on s'est aperçu que de notre point de vue de chercheur, le fait de passer par la justice rendait les choses plus simples. En fait, il y a beaucoup de sujets qu'on abordait de façon séparée qui, du coup, puisque c'était du politique qui traite de toute la société par définition, et que par ailleurs, la justice est bien au cœur des attentes politiques, peut-être ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est clairement le cas, dans une société vraiment démocratique, enfin, c'est-à-dire qui se pense comme une société d'égaux, il est parfaitement logique que la justice soit centrale. On pourrait même dire que c'est tautologique, c'est-à-dire que c'est ce dont s'occupe en tant que projection d'une société désirable sur une société telle qu'elle existe,
ce dont s'occupe le politique, c'est justement de justice. Et donc on s'aperçoit que un certain nombre de questions qu'on avait déjà en tête sans les relier à la justice devenaient plus simples, plus facilement connectées aux autres quand on les parcourait en prenant le fil conducteur de la justice. Alors, par exemple, il y a voilà des couples de notions dont certaines étaient déjà présentes dans notre esprit, d'autres sont vraiment sorties grâce à nos enquêtes et qui, vous voyez très bien, rien qu'en lisant la liste, que c'est pas forcément ce qu'on dirait au départ comme étant les mots-clés de la justice. Bon, il y en a qui sont évidents, mais bon, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes dans cette... parce que c'est vous qui allez me cuisiner, hein. Espace-spatialité, donc ça, c'est une façon de dire... c'est un très grande courbure théorique, je dirais, de la géographie qui en gros ne voyait que les environnements pendant longtemps et ne voyait pas qu'il y avait des acteurs. C'est-à-dire qu'elle imaginait, pas seulement les géographes, mais c'est aussi tout le moment structuraliste de la pensée en sciences sociales. On voyait des boîtes, pour ce qui est de l'espace, on voyait des boîtes et puis des gens dans la boîte qui s'agitaient, mais on n'imaginait pas un instant que la boîte elle-même était fabriquée par le mouvement des gens dans la boîte. Donc, du coup, la métaphore de la boîte, ça ne va pas. C'est l'idée, on va peut-être y revenir dans le débat, mais que tout ce qui nous paraît préalable, tout ce qui nous paraît préconditionné, bien sûr, ça l'est quand on est... J'entendais ce matin une citation de Frantz Fanon qui disait que le plus terrible dans la vie, c'est d'avoir été un enfant. C'est-à-dire d'être rentré dans une société qui nous préexistait et qui n'était pas forcément aussi belle qu'on la voudrait. Hein. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de nier le fait que les individus, les acteurs petits ou grands, arrivent dans un monde qui existe déjà sous forme d'un environnement fortement contraignant, mais en même temps, cet environnement, il a été fabriqué par les gens d'avant. Hein, et donc il y a ce dialogue, cette dialogique permanente, plus équilibrée qu'on aurait pu l'imaginer. Et là, justement, sur les questions de justice, ça a un effet parce que dans une logique où les individus, les acteurs, les citoyens sont juste en situation de subir des forces extérieures, évidemment, leur demande de justice, c'est uniquement le fait qu'on leur donne quelque chose, puisque eux ne seraient pour rien dans la situation qui est la leur. En fait, aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés, il y a de ça, mais il y a aussi le contraire. Il y a aussi le fait que les individus font avec l'espace, bien sûr, mais aussi fabriquent leur propre espace. Et donc, c'est cette tension qui devient une manière d'aborder les questions de justice. Liberté, égalité, ça c'est peut-être la grande découverte que nous avons faite dans l'enquête française, c'est le fait que la majorité des gens qui étaient nos interlocuteurs nous ont présenté la relation liberté-égalité non plus en parallèle, mais en série, hein, au sens électrique du terme. Donc ce n'était plus en tension, c'est-à-dire si vous voulez avoir plus de liberté, vous aurez moins d'égalité ou l'inverse. Tout ce qui a, vous vous souvenez de l'expression, je crois, c'est de l'amener le renard libre dans le poulailler libre. Hein, donc c'est l'idée que si vous n'avez que la liberté, c'est les puissants qui dominent, la liberté des puissants, et donc la liberté est un mot creux. Hein, d'ailleurs, je crois que l'International, un couplet... troisième ou le quatrième, non, il n'y a pas l'égalité est un mot creux. Voilà. Donc il y a cette idée-là qui a fondé complètement le rapport gauche-droite à partir du moment où la gauche s'est alliée au mouvement ouvrier. Hein, donc pendant 150 ans, d'une certaine façon, la gauche s'était appropriée l'égalité, la droite la liberté. Chacun finalement étant d'accord sur le fait qu'ils étaient en tension. La droite disant oui, mais bon, les inégalités sont naturelles, il ne faut pas trop les corriger parce que ça va nuire à la croissance économique et finalement tout le monde profite des inégalités.
Donc il y avait un accord en fait sur le couple. Et ce que nous ont dit les gens, c'est que il faut d'abord un socle d'égalité, mais que le but fondamental que nous assignons à notre vie et à la société, c'est la liberté d'inventer des choses qui ne sont plus comparables les unes aux autres. Hein. Donc il y a cette idée de remettre en cause, enfin c'est dans notre interprétation, hein. C'est pas des termes qu'on a rencontrés dans les enquêtes, mais vous voyez cette idée de René Girard, du philosophe, qui dit que toute l'histoire de l'humanité s'explique par le désir mimétique. On veut ce que l'autre a, ce que le voisin a. Et ce qui nous a beaucoup frappé dans les enquêtes, c'est que c'est pas du tout ça qui ressortait. C'est-à-dire que les gens voulaient des choses qu'ils avaient eux-mêmes inventées. Bien sûr, ils étaient influencés par le monde extérieur, mais je cite toujours le cas de ce collectionneur de caravanes, parce que ça me semble tellement invraisemblable d'avoir pour objectif dans la vie de collectionner des caravanes. Et lui, son problème, c'est que le maire considère que c'est du logement, donc il veut lui faire payer des permis de construire ou je sais pas, ou des droits particuliers pour loger ses caravanes. Et lui, il dit que non, c'est pas pour loger des gens, c'est une collection. Voilà. Et donc, c'était clair que c'était essentiel pour lui. Il suffisait de lui donner la parole, de lui tendre le micro, et on voyait enfin, on ne voyait pas très bien qui il voulait copier ou égaler ou surpasser avec son projet. Et tous les gens étaient comme ça, c'est-à-dire qu'ils avaient des projets très divers aussi compte tenu de leurs moyens, hein, bien sûr. Les gens intériorisent aussi les ressources dont ils disposent. Hein. Il ne faut pas non plus se raconter une image idyllique de la société. Il y en avait un, par exemple, qui est dans un HLM assez difficile à Nice et qui est en même temps quelqu'un qui travaille pour la mairie. Il espère se faire bien voir de la mairie pour pouvoir choisir un HLM un peu moins dur. Voilà, bon, c'est aussi ça les projets. Mais vous voyez que c'était quand même intéressant parce que tout le monde disait égalité, avec trois pôles qui sont sortis vraiment très très fortement partout en France et dans les différents groupes sociaux. C'était l'éducation, le droit à tous, pour tous, à une éducation de haut niveau. Ils considèrent qu'actuellement, justement, la géographie de l'éducation est très inégale. Là-dessus, je crois qu'on ne peut pas leur donner raison, en tout cas pour la France. On ne peut pas ne pas leur donner raison, pardon. C'est très inégal, peut-être qu'on va y revenir. Il y avait la lutte contre la pauvreté. Ils considèrent que la pauvreté est insupportable et qu'il faut l'éradiquer. Et troisièmement, le respect de la règle. Et donc le fait que riche ou pauvre, puissant ou démuni, tout le monde doit respecter la loi, la règle, etc. Bon, c'est pas trop ce qu'on observe en ce moment, mais pour eux c'était ça l'égalité. Je prends trop de temps, peut-être que on arrête et puis redistribution, coproduction, je vais en parler. Justice, développement, c'est le fil conducteur que j'ai donné à mon exposé, enfin disons à ma présence ici. Morale, éthique, expert citoyen, on aura l'occasion d'en reparler dans le débat. Merci beaucoup de cette présentation. On peut applaudir, je pense. Alors, effectivement, le débat est essentiel, surtout que vous êtes venus très nombreux et je crois que c'est une chance de pouvoir dialoguer avec Jacques Lévy. On a essayé, dans le prolongement de ce que Maryse a expliqué au début du travail de notre atelier, de vous proposer d'organiser un petit peu le débat parce que la thématique est large, parce que le sujet est dense, et donc d'avoir la possibilité de découper notre temps en quatre parties. Et à chaque fois, on a essayé de trouver des mots qui pouvaient modestement s'articuler avec le travail de Jacques Lévy et nos préoccupations du groupe. Donc, ces 4 grandes thématiques que nous vous proposons, c'est qu'est-ce qu'un territoire juste? Peut-on construire des territoires justes? A-t-on le choix de son lieu de vie et doit-on l'avoir? Comment prendre le temps nécessaire pour construire un espace juste tout en répondant aux demandes immédiates des habitants? Donc voilà les 4 grandes thématiques, à peu près un quart d'heure à chaque fois. Au départ, nous nous proposons de faire réagir Jacques Lévy, et juste après, on prend les questions donc dans la salle par rapport à chacune de ces thématiques.
Donc la première thématique, c'est celle de la définition un petit peu du territoire juste. En quoi un territoire rural peut-il ressentir ce sentiment d'injustice? C'est pas une fatalité forcément en soi. Et quelle action publique mener pour un équilibre des territoires? Et là, on retrouve les deux grands questionnements, celui de la mobilité et celui des modulations fiscales, renforcés par une prégnance encore de plus en plus forte, constatée récemment que finalement ce rapport fiscal transcende les déséquilibres territoriaux, puisque la plupart de nos concitoyens actuellement estiment payer trop d'impôts et ne pas avoir assez en retour en termes de services publics. On voit que plusieurs types de sujets se croisent. Donc voilà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un territoire juste et comment le rural rime avec injustice, alors que c'est pas forcément évident, et quelle action publique pour cet équilibre? Oui, alors en effet, on est dans un univers où la tentation serait assez souvent de dire vous dites des choses mais c'est faux, et de dire regardez, moi le chercheur, j'ai étudié, c'est pas ce que vous dites. Donc je vais un peu le faire parce que ça fait aussi partie du débat public et c'est ça aussi qu'on attend des chercheurs, c'est qu'ils soient capables d'argumenter selon un certain nombre de règles bien définies entre eux, dont on espère qu'ils les respectent, et qu'ils livrent à la société leurs travaux, et la société fait ce qu'elle veut avec. Elle n'est pas obligée de les respecter, enfin je veux dire de les prendre en compte, mais en tout cas, nous, c'est ça notre contrat social. Donc par moment, on a le droit, il me semble, et même le devoir de dire vous dites ça, ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est un moment, mais je pense que justement, le moment politique que nous vivons nous incite aussi à voir les choses autrement. C'est Jean-Marc Ferry, un philosophe, qui dit qu'il y a 4 types de discours, disons, par rapport au réel. Un qui est narratif, qui est la description ou le récit. Premier niveau, disons, de traitement de la réalité. Le deuxième, c'est l'interprétation, qui est très très courant dans les conversations. En fait, il y a même souvent une saturation de l'interprétation. Quand quelqu'un nous raconte ses difficultés avec son conjoint, on a énormément de mal à savoir ce qui s'est effectivement passé, parce que c'est tout de suite l'interprétation qui intervient, vous voyez ce que je veux dire. Et l'argumentation, c'est le troisième moment. Alors là, on pourrait dire que c'est là où les chercheurs sont à leur affaire, mais en même temps, ce qui est frappant quand on regarde le social, et je vous en parlais à propos de nos enquêtes, c'est la capacité des citoyens à être argumentatifs. Et puis il y a le quatrième moment, qui est le moment reconstructif, c'est le vocabulaire de Jean-Marc Ferry, que je trouve très intéressant. Enfin, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai fini par comprendre que la vraie spécificité d'un bon chercheur en sciences sociales, c'est ce moment reconstructif, c'est-à-dire d'arriver à mettre ensemble tous les autres niveaux, donc y compris argumentatif qu'on pourrait nous-mêmes contester, mais on a un autre rôle qui est aussi d'arriver à comprendre pourquoi les gens disent ce qu'ils disent ou pensent ce qu'ils pensent, et donc finalement à plutôt considérer que tout est vérité, prendre les choses sous un autre angle. Ça ne veut pas dire mettre tout sur le même plan, mais ça veut dire considérer qu'il y a des régimes de vérité qui sont divers, qu'il faut arbitrer, que en tant que citoyens d'ailleurs eux-mêmes doivent arbitrer pour pousser les gouvernements pour mandater les gouvernements pour prendre une décision et pas une autre. Donc ils ne sont pas inertes non plus, mais nous par contre, on peut essayer de leur montrer comment c'est possible. C'est pas évident. D'ailleurs, je dirais que moi, en tant que citoyen, aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que je vis bien dans la même société que certains gilets jaunes, alors que j'ai l'impression de partager très très peu de choses comme expérience et comme discours avec eux. Mais justement, c'est ça notre job. Et donc, vous voyez que ça inverse d'une certaine façon la perspective. Donc, ce que je vais vous dire, comme ça doit être rapide, c'est pas seulement c'est juste ou c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est aussi essayons de comprendre comment
malgré des éléments factuels qui vont dans un certain sens, les représentations, elles sont différentes. Alors, juste un petit mot sur ville-campagne, urbain-rural. Hein, donc, je ne vais pas beaucoup développer ce tableau, mais juste pour dire que les deux coupes, pour moi, ne sont pas synonymes. Nous avons vécu pendant longtemps en Europe dans des sociétés rurales avec un rôle central de la terre. Le rural, pour moi, c'est une société. C'est pas juste un paysage ou des choses qui nous rappellent le passé. C'est pas juste un patrimoine. Et dans ces sociétés rurales, il y avait des villes. Aujourd'hui, on vit dans des sociétés urbaines. Tout le monde en France vit dans une société urbaine. Et il y a des campagnes. Hein, donc, vous voyez pourquoi, à mon avis, il faut bien faire la différence. Même le rural isolé, justement, n'est pas très isolé, en particulier en Loire-Atlantique, mais même dans le Cantal ou dans l'Ariège, il n'est pas si isolé que ça. Soit parce que la mobilité permet d'accéder à d'autres lieux, soit aussi parce que les télécommunications, hein, qui ne sont pas une chose nouvelle, mais qui ont quand même beaucoup progressé, permettent de se connecter au monde extérieur. Donc, et quand je dis la mobilité, c'est aussi la mobilité des choses qui viennent à vous. Hein, donc, on aura peut-être le temps d'en reparler, mais les équipements en armature commerciale sont très très bien diffusés sur le territoire. Et donc, on voit tout de suite, alors j'en parlerai davantage, j'ai prévu d'en parler davantage, mais enfin, si vous voulez insister, je peux changer l'ordre, hein, bien sûr, mais dans la dernière partie où on pourrait parler, ou l'avant-dernière, on pourrait parler de manière de produire du développement dans des zones à faible densité qu'on appelle souvent rurales. Ce que je voudrais faire, ce que je voudrais dire maintenant, là, c'est que la pauvreté, hein, on a vu que c'était quand même un point très très important parmi les Français. Et puis, je veux dire, je ne vous apprends rien. Hein, on en parle beaucoup depuis quelques années, et il y a des études très précises qui nous permettent de savoir qui sont les pauvres, où sont les gens les plus pauvres. Donc l'idée d'intensité de la pauvreté. Bon, et la réponse est très très claire. Ce n'est pas dans les zones où il y a les gilets jaunes qu'il y a les pauvres. Alors, il y a des pauvres, il y en a quand même, et puis il y a des gilets jaunes qui ne sont pas dans le périurbain, mais en gros, c'est le gradient périurbain. Donc, si on prend toutes les zones périurbaines au sens de l'INSEE, hein, c'est-à-dire les couronnes qui sont à la périphérie des agglomérations et qui sont très connectées, notamment par les mouvements pendulaires aux agglomérations, eh bien c'est là qu'il y a le moins de pauvres, que la proportion de pauvres. Hein, donc c'est là que on le voit sur ce schéma. Hein. C'est pas normal que ce soit jaune. Hein. Tout à l'heure c'était pas jaune la photo. Ouais, la lampe peut-être donne des signes de faiblesse. Ouais. Alors bon, mais ça va à peu près. Hein, on voit quand même. Donc vous voyez cette courbe, hein, c'est-à-dire que les taux de pauvreté et aussi les masses de pauvres sont maximum dans les centres et dans les banlieues des grandes villes. Hein, donc c'est 85% de tous les pauvres. Puis ça baisse dans les zones périurbaines et ça remonte dans ce qu'on peut appeler l'infraurbain, c'est-à-dire ce que l'INSEE appelle les communes isolées. On en appelait autrefois le rural profond. Simplement, il y a une différence, c'est que dans ces zones-là, il n'y a que moins de 5% de la population. Donc même si les taux commencent à ressembler aux taux qu'il y a dans les villes, en fait, ça touche beaucoup moins de gens. Et en gros, il y a autant de pauvres dans Paris intramuros que dans toutes les communes isolées de France. Hein, donc ça donne quand même... Hein, donc vous voyez pourquoi j'ai fait une déclaration prudente au début, parce que mon but n'est pas de dire que tout ce qu'on dit sur la pauvreté dans le périurbain est fausse. Parce que, par exemple, ce qui est important, on le voit bien dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est la vulnérabilité, qui est pas exactement la pauvreté, mais qui est quelque chose qui compte dans la perception qu'un individu a de sa place dans la société. Dans le périurbain, il y a des gens qui sont propriétaires, qui ont fait un choix, c'est d'échanger d'une certaine façon
de la mobilité contre du foncier. C'est-à-dire que le foncier est nettement moins cher. Par contre, la mobilité est plus chère que dans les centres des grandes villes, puisqu'il y a très peu de transport public. Et donc, tout se fait en voiture, et en général avec 2 voitures. Puisque dans le périurbain, il y a beaucoup de ménages biactifs. Donc, c'est un choix qui est neutre, c'est prouvé, qui est économiquement neutre, par rapport à un autre choix qui consisterait, par exemple, à habiter en banlieue, alors qui serait même pas neutre, qui est plus dur, plus cher que s'ils étaient locataires en banlieue, et encore plus cher que s'ils étaient locataires dans du logement social en banlieue. Donc, c'est des choix, mais qui sont, disons, égaux au sens où on a calculé, ça fait 20 ans que des gens font ça, la part du budget logement plus mobilité quand on habite dans le centre et quand on habite dans le périurbain est sensiblement la même. Avec un petit avantage quand même, puisque le logement est plus grand dans le périurbain. Donc c'est un choix qui n'a rien d'absurde économiquement et qui par ailleurs correspond à des attentes. Là peut-être qu'on trouve la ruralité, mais sous une forme très différente de ce qu'on pourrait imaginer. C'est qu'il y a un héritage, il y a un patrimoine culturel de la ruralité, et une partie de la société regrette finalement le temps du rural tel que, en tout cas, elle l'imagine. En tout cas, il voit des éléments positifs, et l'idée de revenir à la campagne, c'est une grande idée finalement des urbains qui le font à leur manière, en restant dans le monde urbain, bien sûr, mais plus ou moins, et de différentes manières, en contestant au mode de vie urbain proprement dit, pas toujours les mêmes choses, mais un certain nombre de choses, en se disant qu'ils auront mieux ailleurs. Il ne faut pas sous-estimer la dimension de choix de mode de vie. Dans notre enquête française, on a aussi fait un focus group, c'est-à-dire une enquête plus précise auprès de quelques personnes vivant dans le périurbain, dans le sud-est de l'Île-de-France. Et on a été frappé de la confirmation de choses qu'on pouvait connaître aussi avec d'autres enquêtes sur... c'est ce que Éric Charme a appelé la clubisation. C'est-à-dire le fait que une chose à laquelle les gens qui ont décidé d'aller dans le périurbain tiennent beaucoup, c'est de choisir ses voisins. Une chose que le mode de vie métropolitain, très importante pour les gens qui ont choisi un mode de vie métropolitain, c'est de ne pas choisir ses voisins. Et donc, il y a une vraie différence qui n'est pas donc seulement économique, qui est même peut-être pas d'abord économique. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est une vérité, donc qui ne nous amène pas à porter des jugements, à dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais on vit dans une société où la liberté d'aller et venir, la liberté de localiser son habitat ici ou là, fait que justement, il y a plusieurs modèles qui coexistent. Et donc, il n'y a pas qu'un seul modèle. Il y a aujourd'hui 25% à peu près de gens qui vivent dans le périurbain, alors qu'il y en avait presque zéro il y a 40 ans, il y a 50 ans. Donc, ça veut dire que c'est un modèle qui a été attractif. Mais on pourrait dire que ça veut dire qu'il y a aussi 75% des gens qui vivent ailleurs. Donc, ça veut dire que... Et tous ne sont pas contraints dans leur choix de localisation. Donc, ça veut dire que on est dans il y a un marché des modèles d'habiter qu'il faut analyser, parce que c'est à partir de cette dimension du désir, du choix, qu'on peut aussi appréhender les questions de justice. Bon, j'en ai assez dit pour cette première partie, et donc tant pis pour mes autres cartes qui d'ailleurs viennent d'un livre, si vous voulez voir des images, donc c'est la classe politique de la France qu'on a sorti l'année dernière, voilà, où il n'y a que des cartes. Voilà, merci. C'est pour permettre aussi quelques questions sur cette première thématique du territoire juste. Est-ce qu'il y a dans la salle des souhaits de questions, à la fois par rapport au questionnement sur qu'est-ce qu'un territoire juste, voire pour réagir à ce que vient de dire Jacques Lévy? Oui, quand je suis assez surpris que quand vous dites que le niveau de vie est semblable dans le rural, au titre, il y a autant de pauvres en milieu urbain qu'en milieu rural, sinon plus. Comment vous évaluez tous les services qu'ont les gens dans l'urbain
et non pas avec tous les services publics ou domestiques et autres, qu'ils n'ont pas dans le rural. Et il y a une deuxième question, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut la poser ou notre régulateur nous dira après. On constate par exemple... Régulateur maintenant, on dit plus modérateur. on constate que, par exemple, dans les 12 dernières années, 75% des nouveaux emplois sur Nantes Métropole a bénéficié des 75% des nouveaux emplois. C'est les chiffres de l'INSEE. Vous pouvez répéter, 75% des nouveaux emplois ont été dans la métropole. Dans la métropole. En comparaison de... Et il reste 25% pour le reste du territoire. Alors si vous ajoutez après Saint-Nazaire qui en capte quand même pas mal. Du territoire de la Loire-Atlantique. De la Loire-Atlantique. Et quand j'étais étonné de cette étude de l'INSEE, le chercheur m'a dit, vous savez, c'est pas pire qu'ailleurs. Et donc, comment vous analysez ce phénomène de métropolisation intensif avec aussi, moi, ce que je perçois de plus en plus, la difficulté du temps passé au volant de voitures en particulier, dans des embouteillages partout et avec des taux de progression, par exemple Nantes Métropole qui annonce 15 à 25 000 habitants de plus par an d'ici 15 ans, avec des infrastructures routières et malheureusement on se défait pas de la voiture si facilement, ça créera au moins des gènes, même si c'est pas de la pauvreté, ça sera une pauvreté de vie. Ça c'est votre choix et on peut le respecter. Il y a des gens qui y vont et qui pensent que c'est pas forcément une pauvreté de vie. En tout cas, le débat est ouvert. Alors, c'est vrai. Oui. Alors, ce que vous dites, je reprends le début sur finalement comment on évalue la réalité de la pauvreté dans des contextes très différents. Et vous avez complètement raison. C'est pas seulement avec un salaire médian. Vous savez comment on calcule comment on identifie, comment on compte les pauvres. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est un compte relatif, puisque c'est si vous gagnez moins de 60% du salaire médian, du revenu médian. On tient compte des conditions du ménage, de la taille du ménage et de la composition du ménage. Ça veut dire aussi que c'est un terme relatif. Donc ça veut dire que il suffit que il y ait des gens qui s'enrichissent pour augmenter le nombre de pauvres. Donc c'est intéressant qu'on le fasse comme ça. On pourrait le faire autrement sur des variables absolues, du genre un panier de la ménagère. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, ce dont on ne tient pas compte, c'est effectivement ce qu'on peut acheter avec ça. Puisque le calcul pour la France, c'est le même pour toute la France. Or, alors, je me souviens plus si je vous ai préparé ça. Attendez. Oui, voilà. Oui, vous arrivez à lire. En fait, ce jaune est très très lisible, rend le noir très lisible. Donc finalement, c'est pas si mal. C'est bleu pour moi, mais c'est pas mal. Alors en fait, vous n'avez pas le temps de lire tout ce tableau, mais on a essayé de confronter en gros la production et la productivité des métropoles et du reste du territoire et le revenu qu'ils en tirent, qu'en tirent les habitants. Alors, ce qui est frappant, c'est quand même le décalage entre le PIB par habitant, donc la productivité des habitants des métropoles, et puis ce qu'ils touchent ensuite, où l'écart est relativement faible, c'est-à-dire qu'il y a une très forte redistribution, ce dont on peut se féliciter à certains égards, mais cette redistribution, justement, ne tient pas compte des différences de coût de la vie. Et si on prend en compte les estimations, alors qui varient selon les postes budgétaires, c'est-à-dire que dans les grandes villes, le foncier est beaucoup plus cher. Donc le poste logement, par définition, il est plus élevé. Et si on regarde ce monde du rural isolé, enfin les communes isolées, là, on a parfois même du foncier à pression négative, si je peux me permettre cette expression non orthodoxe, en ce sens que la ruralité, c'est aussi ça. D'ailleurs, l'héritage de la ruralité, c'est d'avoir laissé un excédent
de bâti par rapport aux usages, et donc c'est relativement plus facile d'avoir des logements pas chers, donc ce qui explique d'ailleurs que le prix du foncier dans ces régions-là, hein, donc pas partout dans les campagnes, mais il est faible, et qu'on peut même avoir des échanges, des gens qui disent si tu restes dans ma grange, comme ça la maintient en état, si tu peux bricoler un peu, je te fais pas payer de loyer. Hein. Donc c'est aussi un monde où il y a des pratiques de troc, des pratiques d'échange de services qui permettent aux gens les plus pauvres, effectivement, ceux qui sont aux minima sociaux, des chômeurs de longue durée, de survivre, disons, dans des conditions moins horribles que s'ils étaient dans la grande ville. Mais inversement, c'est vrai qu'il y a des choses gratuites dans la grande ville, comme la mobilité, hein, donc enfin presque gratuite. Donc c'est vrai qu'il faut tenir compte de tout ça. Alors tout ça étant pris en compte, avec l'économiste Laurent Davzy, on a fait une estimation de l'ordre de 0,812, hein, et c'est ça qui est pris en compte dans la colonne de droite. Donc là où c'est le moins cher, ça serait à 0,8, 1 pour la moyenne et 1,2 ou 1,25 pour les endroits les plus chers. Et donc si on prend en compte ça, on s'aperçoit que le revenu médian des franciliens, il est plus faible que la moyenne nationale. C'est-à-dire que c'est là où en fait, alors que l'Île-de-France produit 31% du PIB, c'est là que finalement les habitants, donc ces producteurs-là, sont les plus maltraités. Et de fait, il y a un courant migratoire. Hein, beaucoup de gens veulent partir. Si vous n'êtes pas très riche en Île-de-France, ben vous avez une vie qui est clairement moins confortable que celle de quelqu'un qui habite dans une ville plus petite. Voilà. Donc, mais il faudrait faire ce travail en fait. Hein. Moi, là, je vous donne des approximations. Moi, je trouve que vous avez complètement raison. Il faudrait dire qu'est-ce que c'est être pauvre. J'ai ajouté l'idée de vulnérabilité, hein, le fait que justement le type qui, enfin, c'est pas péjoratif hein, dans ma bouche, c'est la personne qui décide de s'acheter un logement, qui va emprunter au maximum de ses possibilités, donc qui est très vulnérable dans le cas où, par exemple, il est licencié, enfin, il perd son emploi ou son salaire baisse, etc. Donc, ça crée un problème qui se retrouve aussi dans les zones centrales. Si vous vous retrouvez au chômage, c'est pas drôle, mais là, vous allez avoir un problème un peu différent parce que vous dépendez beaucoup de la capacité de remboursement des emprunts. Donc, il faudrait prendre en compte tout ça, et peut-être qu'à ce moment-là, on se rapprocherait en écoutant les gens, en fait, en les écoutant nous dire qu'est-ce qui est un problème, hein, parce que on a beaucoup entendu là avec les gilets jaunes des choses un peu caricaturales, c'est-à-dire qu'il y a de la communication aussi. On a l'impression que c'est Mumbai ou c'est les habitants de Mumbai ou de Calcutta qui décrivent leur vie ordinaire. On n'en est pas là, hein. Mais quand même, la perception qu'ils en ont, le fait qu'ils le perçoivent comme ça, qu'ils se perçoivent au bout du rouleau, alors qu'en fait on est plutôt dans le prolongement. Hein. Il n'y a pas eu une aggravation très claire des ressources disponibles. Par contre, on n'a pas la même courbe, notamment pour une partie de la population. On a une stagnation du niveau de vie, alors qu'il y a quand même eu 10% de croissance en 10 ans. Donc effectivement, on peut comprendre que là, il y a une perception qui a un sens. Et puis alors la deuxième chose, mais je ne veux pas parler trop longtemps, mais j'en dis juste un mot. Effectivement, par rapport à la révolution industrielle où les villes étaient attractives parce que c'était un marché de l'emploi, un marché de consommation, les raisons pour lesquelles aujourd'hui les villes sont attractives, il y a toujours ces deux éléments, mais il y en a un troisième qui est l'émergence d'une économie créative avec la force de ce qu'on peut appeler la sérendipité, hein, c'est-à-dire le fait de trouver ce qu'on ne cherche pas, et donc des milieux innovateurs qui sont liés à la fois à la diversité des activités dans une ville, puisque plus on a des choses diverses, plus on a des chances de trouver des choses bizarres auxquelles on ne s'attend pas, qui vont nous aider à inventer quelque chose. Et puis la taille de la ville. Hein, donc, je voyais une statistique sur les startups, plus exactement les scale-up. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
une enquête européenne, les scale-up, c'est des startups qui lèvent $1 million, au moins. Et donc 72% des startups françaises, des scale-up françaises sont localisées à Paris, et c'est 69% à Londres, hein, donc des chiffres très similaires. Donc ça crée un nouveau type de sélection qui n'est pas une captation, hein, parce que souvent on dit les villes captent. Non, c'est que c'est des milieux innovateurs qui favorisent un certain type d'activité qui se trouve être productive, y compris en termes de valeur monétaire. Donc je pense que ça, c'est un élément, je dirais, de fond, enfin de tableau, de paysage, et qu'il faut faire avec. Ça ne veut pas dire que les autres endroits sont condamnés, mais c'est pas en protestant contre le fait que les startups viennent dans les grandes villes qu'on va les faire venir ailleurs. Ce qu'il faut se demander, c'est comment on fait pour les faire venir ailleurs, ou comment on fait pour que, même si on les a pas, on ait quand même du développement. Oui, alors juste une petite remarque par rapport au temps. Effectivement, si on veut rester comme c'est très intéressant, mais j'ai le mauvais rôle dans ces cas-là et je suis obligé de rappeler que on essaye d'avoir 4 thématiques. Donc rapidement, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Alors, question rapide pour réponse rapide pour qu'on puisse passer à la thématique suivante. Oui. J'aime beaucoup votre différenciation entre pauvreté et vulnérabilité par rapport à l'actualité. Ça, je trouve que c'est un angle de vue très intéressant. J'aimerais juste avoir vos points de vue très rapidement sur cette nouvelle distinction qui est sortie aussi par ce chercheur anglais sur les anywhere et les somewhere. Est-ce que ça ressemble un petit peu à cette France que vous avez découverte grâce à cette étude? Non, je veux dire la haine de soi consistant à dire que les gens qui sont cultivés, parce que justement cet auteur, c'est son cas, sont nulle part. Mais il leur a pas demandé, il ne s'est pas demandé. Je veux dire que justement les milieux urbains sont aussi générateurs d'identification que les autres milieux, quels qu'ils soient. Mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est le fait que il y a une mobilité possible. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, voilà, alors je vais juste prendre mon cas. Moi, j'ai passé 13 ans en Suisse, hein, là, revenu à Paris, donc dans une ville qui pour moi était un village en fait. Hein, Genève, Lausanne, c'était un vrai dépaysement. Et puis dans un autre pays, même si je vivais très confortablement, hein, bien sûr, il y avait quand même quelque chose. Il y avait quand même un effort de délocalisation à prendre. Même si on parle la même langue, c'est quand même pas le même pays. Hein. Comme vous savez, la Suisse, c'est un pays très différent de la France. Et donc, effectivement, j'ai pu construire une identité suisse aussi, enfin genevoise. Mais ça ne veut pas dire que mon attachement à Paris n'était pas... c'était envolé. Hein. Je veux dire, effectivement, il peut exister un certain type d'expat qui s'en fiche complètement de l'endroit où il est, parce qu'en fait, il va reproduire un espace générique. Et il y en avait d'ailleurs à Genève, surtout des anglophones, des gens qui allaient uniquement dans les bars anglais ou australiens. Bon, ça, je dis pas que ça n'existe pas, mais je veux dire, l'essentiel de la classe créative, si on utilise ce terme, elle est très attachée à ces lieux, hein, et parce que, notamment, ce sont des lieux qui sont productifs pour son propre travail. Hein. C'est pas seulement le plaisir d'avoir ses amis au bistrot du coin, c'est aussi que c'est des réseaux professionnels, donc c'est des choses qui ont du sens. Donc je ne crois pas du tout qu'il faille opposer de cette manière. Nous sommes tous des somewhere, mais il y en a qui sont des somewheres plus que d'autres. Alors oui, nous allons passer à un thème sur lequel vous vous êtes déjà positionné. J'aimerais quand même préciser que la ruralité, pour vous, en fait, elle est définie par des gradients d'urbanité. Et l'urbanité, pour vous, c'est la combinaison entre densité et diversité. Et là, nous allons plus spécifiquement évoquer le thème de l'habité, dont vous avez déjà beaucoup parlé. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que pour vous, le choix d'habiter en métropole, c'est en fait aussi développer une relation toute particulière à l'altérité, à l'autre,
alors que le fait de choisir d'habiter en espace périurbain ou rural, c'est en fait un choix de liberté. Et là, notre thème, est-ce qu'on a vraiment en fait le choix de son lieu de vie, et doit-on l'avoir? Parce que en ruralité, nous savons bien que nous avons notamment des actifs employés ouvriers qui souhaitent acquérir une maison. Donc c'est peut-être aussi une question d'une représentation sociale, mais l'aspiration à avoir sa maison avec son jardin est pour ces actifs à revenus modestes ou modérés tout à fait impossible en ville compte tenu du prix du foncier. Donc ces ménages se déplacent en première, deuxième, troisième couronne et sont effectivement particulièrement frappés aujourd'hui par une précarité financière, économique. Alors, est-ce qu'on doit avoir vraiment sa liberté de choisir où on habite ou est-ce qu'on doit le contraindre? Et alors, justement, je commence par votre... je réponds maintenant, en fait, ou si vous voulez intervenir, comme ça, vous serez sûr d'avoir parlé. Non, j'y vais. Bon, mais vous me ferez des signes. Voilà. Mais parce qu'il y a beaucoup de questions essentielles dans votre question, apparemment unique. Ça paraît... Enfin, j'ai parlé tout à l'heure du couple éthique-moral. Je pense que nous vivons un tournant éthique. Ce tournant éthique, c'est le fait que l'incompatibilité qui était typique de l'âge moral entre les désirs des composantes de la société, notamment des individus, et l'intérêt supérieur de la société, donc cette incompatibilité est en train de s'atténuer. Aujourd'hui, la société, elle a absolument, en tout cas dans les pays développés, elle a absolument intérêt à ce que ces composantes, les individus, les groupes, etc., satisfassent leurs propres désirs, soient plus cultivés, plus heureux, soit des touristes, soit des gens qui consomment, donc qui sont assez riches. Voilà, il n'y a pas de contradiction fondamentale aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et donc, dans ce cadre-là, ça paraît logique que la société, par exemple à travers les politiques publiques, elle facilite des choix libres de ses membres. Donc s'ils veulent habiter à la campagne, c'est bien. S'ils veulent habiter en ville, c'est bien aussi. Alors la question c'est jusqu'à quel point, en tant que société, nous devons hiérarchiser entre ces modes d'habiter. Donc c'est là qu'on trouve la question de, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était peut-être dans l'interview, sur la compatibilité entre biens publics. De plus en plus, ce que nous produisons et ce qui est l'enjeu de justice, ce sont des biens publics. C'est-à-dire que, là j'ouvre quand même une toute petite parenthèse technique, hein, c'est un concept qui vient de la science économique, et un bien public, c'est un bien qui va garder toute sa valeur d'usage si on augmente le nombre de ses consommateurs. Donc c'est un bien qui est ouvert à la consommation de tous, pas forcément gratuit, mais on va s'arranger pour qu'il y en ait toujours assez pour augmenter le nombre de consommateurs. Et il y a plein de biens que ça marche, pour lesquels ça marche très bien, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà consommateurs ne vont pas souffrir de l'arrivée de nouveaux consommateurs, comme l'éducation, par exemple, ou la santé. Le fait, c'est bien, l'exemple des vaccins est très parlant, hein. Si vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, ça crée un risque pour tous les autres. Donc, on voit bien que là, l'intérêt, c'est justement que tout le monde soit consommateur de santé. L'idée de santé publique, d'ailleurs, traduit très bien cette idée. Donc, dans l'espace, disons, si on lit la société à travers l'espace, on voit bien qu'il y a des biens publics, comme l'espace public, par exemple, dans les villes, la mobilité, la nature, enfin disons, qui devrait se décliner de plein de façons différentes, mais disons la nature qui est utile à notre survie, hein, donc c'est évidemment un bien public, mais il y a aussi la nature récréative, voilà. Donc toute la question à ce moment-là, c'est de savoir comment on fait pour que ces différents biens publics soient bien compatibles entre eux, parce que s'il y avait un bien soi-disant public qui détruise les autres biens publics, supposons par exemple qu'il y ait des voitures qui utilisent un carburant
qui produisent des microparticules qui tuent des dizaines de milliers de personnes chaque année. Bah, évidemment, ça serait jamais autorisé. Hein. C'est clair, on l'interdirait immédiatement. Ou imaginons par exemple qu'il y ait un type de mobilité qui, à partir des espaces publics utilisés de façon diversifiée, en fait, les spécialise et fasse que les rues deviennent des autoroutes. Bon, aucune ville, bien sûr, ne ferait ça, hein, parce que on défendrait l'urbanité. Donc, vous avez compris avec cette blague que si justement que c'est pas gagné, que justement le débat public hein, est requis et que d'ailleurs on n'en sait pas le résultat par avance. Hein. Mon deuxième exemple, je pensais à Los Angeles. Los Angeles, c'est un cas très intéressant parce que la construction du système de freeways, d'autoroutes, hein, donc parfois 15 voies, qui ont complètement détruit la ville préexistante et qui font qu'il y a plus de 90% de la superficie qui est consacrée à la voirie, ben ça a été voté démocratiquement. Hein. Les habitants de Los Angeles, à un moment donné, il y avait les trams, il y avait les réseaux de bus, il y avait des petites rues. Bon, mais ils ont dit non, on préfère avoir nos maisons. On sait bien que c'est de l'étalement, donc ça veut dire qu'il faut circuler en voiture. On rentabilisera jamais un réseau de transport dans ce cadre-là. Donc, on élimine les transports publics, on fait de la place pour les voitures et on leur donne de la place. Voilà. Donc, mais finalement, s'ils le jugent, bon là, nous on est observateurs. Hein, on peut leur dire, oui, mais vous faites du tort aussi à d'autres biens publics, hein, bien sûr. Mais c'est la société qui est la seule à pouvoir commensurer. Hein, donc c'est comme ça que je répondrai à votre question. La question, par exemple, que vous avez introduite, c'est l'idée de la propriété du logement. Donc, il y a un droit qui est considéré comme reconnu, qui est le droit au logement. Dans nos enquêtes françaises et aussi au Portugal, et c'est très confirmé par les Gilets jaunes actuellement, il y a beaucoup de gens, pas tous, on voyait qu'il y avait un clivage, qui sans même avoir besoin de le justifier, considéraient que le droit au logement, c'est le droit à la propriété du logement. Et donc les gens disaient, ah oui, mais j'ai été chassé parce que je pouvais pas acheter. Ils n'avaient pas été chassés, mais ils devaient rester locataires. J'ai entendu il y a 2 jours un gilet jaune qui était de Montreuil, il y en a quelques-uns en banlieue, et la journaliste, de façon vraiment très peu professionnelle, lui a dit, bon, vous habitez à Montreuil, bien sûr, parce que vous êtes obligé, vous aimeriez habiter à Paris, mais c'est trop cher hein, pour vous. Et le type, plus honnête que la journaliste, a dit, ben, j'ai habité à Paris jusqu'à 1978, mais là, en fait, on a décidé d'aller à Argenteuil parce qu'on voulait acheter. Voilà. Donc, c'était un choix, effectivement, en partie sous contrainte, mais c'était quand même pas une fatalité non plus. Il avait fait des choix qui correspondaient à l'image d'une vie réussie. Hein. Pour certains, c'est avoir une Rolex, pour d'autres, c'est être propriétaire d'une maison avec un jardin. Donc, c'est pas du tout critiquable en soi. Simplement, ce qui peut être critiquable dans le débat public, si on faisait un grand forum citoyen sur l'habiter, eh bien, quelqu'un lui dirait, oui, mais bon, tu as fait des choix. Si tu habitais dans le périurbain, tu ne pouvais pas t'attendre à ce qu'il y ait une université, un CHU à ta porte. Et dans l'enquête française, justement, on a bien vu 2 catégories de gens, c'est-à-dire ceux qui avaient décidé d'aller dans le périurbain, ils nous disaient ça. On leur disait, est-ce qu'il y a un problème de justice dans votre choix? Ils disaient non. Mais par contre, il y avait d'anciens agriculteurs retraités qui disaient, moi, je suis pas content parce que on maltraite nos territoires, ils n'ont pas ce qu'ils devraient avoir parce que pour eux, ce n'était pas un choix. Donc, même type d'exercice.
La question que vous posiez à l'instant, est-ce que ça renvoie pas au fait que la richesse française en général était quand même largement issue de l'agriculture et des territoires ruraux encore il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, et que elle s'est complètement déplacée vers les métropoles en général, et que donc à partir de là, effectivement, cette liberté d'aller vers le périurbain ou vers le rural, je dirais, ne s'accompagne pas d'une richesse. Oui, alors d'ailleurs, là, je pense qu'on est dans une couche... on est dans une couche aussi de représentation très très importante, qui est peut-être la plus importante dans les clivages aujourd'hui. On a eu toute une période dans l'histoire, notamment la période industrielle, où il y avait une masse d'exclus, qui était le monde ouvrier, et aussi les paysans pauvres, qui étaient très nombreux, mais qui souvent d'ailleurs devenaient ouvriers parce qu'ils ne pouvaient pas survivre décemment dans la campagne. Donc, ce monde-là, ouvrier paysan, hein, la faucille et le marteau, c'était des exclus absolument nécessaires. Et je pense que une des manières de lire les malaises actuels, hein, donc des malaises quand même très particuliers, on le voit en France là en ce moment, mais c'est aussi le Brexit, c'est l'électorat de Trump, c'est les populismes partout en Europe. Je pense que c'est un rapport avec ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement des gens très pauvres, hein, c'est aussi ce qu'on appelle les classes moyennes traditionnelles. Hein. On le voit, il y en a beaucoup chez les Gilets jaunes, des petits commerçants, des petites entreprises. Donc des gens qui ont l'impression qu'on ne prend pas assez en compte leur travail. Et je pense qu'il y a une conscience diffuse de leur part du fait qu'ils sont, de fait, peu importe les raisons, eux, ils pensent que c'est pas de leur faute, hein, c'est pas eux qui l'ont fait exprès, mais que de fait, ils ont été mis à l'écart du grand mouvement du monde, et que ce mouvement du monde, il ne leur est pas sympathique par ailleurs, notamment par le fait aussi qu'il les oblige à changer. C'est aussi la question de l'altérité, elle est là aussi. Hein. C'est que on peut considérer que un monde qui marche bien, c'est un monde où moi, si j'ai pas envie de changer, je ne change pas. Alors qu'il y a aussi un point de vue inverse, qui est l'idée que une vie réussie dans un monde qui bouge, c'est d'épouser le mouvement du monde. Hein. Regardez la question des langues. Hein, les Français, avec les Italiens, je crois qu'ils viennent de redépasser les Italiens dans la mauvaise direction, sont les pires élèves des langues étrangères. Ça veut dire quelque chose. Hein, c'est le capitaine Haddock qui va au Pérou et qui dit quoi, ils peuvent pas parler français comme tout le monde. Hein, donc c'est aussi cette nostalgie de l'empire qui est propre, alors qui existe aussi en Grande-Bretagne. Hein, les Britanniques sont très mauvais, mais eux, ils ont une petite chance, c'est que leur langue maternelle, c'est une langue mondiale. Enfin, le français l'est aussi à sa manière, mais ils n'ont pas au même niveau. Et donc, vous voyez bien que le rapport, par exemple, aux langues étrangères, hein, mais au voyage, à plein de choses qui consistent à intégrer l'altérité du monde comme une ressource personnelle, on voit qu'il y a débat là-dessus. Enfin, il n'y a pas consensus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que c'est une violence qu'on exerce sur eux et qui ne veulent pas ça et qui, du coup... enfin, c'est difficile d'ailleurs, ça marche en système. Quelle est la cause, quel est l'effet, c'est compliqué. Mais en tout cas, ils se retrouvent en position dominée du point de vue du système productif. Ils en sont conscients. Donc, c'est pas forcément des gens très pauvres. Hein. Donc, l'électorat de Trump, hein, vous vous en souvenez, il est en moyenne plus riche que l'électorat de Clinton. Mais c'est pas les mêmes pauvres et pas les mêmes riches dans les deux groupes. Donc, je pense que ça, c'est une dimension du problème. Merci Jacques Lévy. À ce stade du débat, il me semble important également de vous entendre sur des pistes, des propositions de solutions à l'ensemble des problématiques évoquées, et notamment la question que nous aimerions vous poser est: est-ce que, de votre point de vue, il est possible de construire des territoires justes? Cela relève-t-il de l'utopie, ou bien y a-t-il des propositions très concrètes
sur des politiques. Alors je ne sais pas si on parle encore d'aménagement du territoire ou de développement des territoires. Est-ce qu'il y a également un découpage territorial qui est véritablement tel que nous connaissons en France adapté? Est-ce qu'il faut le réquisitionner? Et puis également, quelle place laisser aussi à l'expérimentation pour justement avoir peut-être des réponses différenciées? L'espace juste, quand même, c'est un petit peu trop simple ce que je vais dire, mais cette simplicité me semble quand même un point de départ, consiste d'abord à prendre conscience des injustices, des espaces injustes, et d'essayer de corriger ces injustices. Hein. Donc, je l'ai dit un petit peu, mais je vous avais préparé cette carte justement de la Seine-Saint-Denis, enfin du nord de la France, où on voit la Seine-Saint-Denis qui sort très fortement, où on voit que les différents problèmes se superposent et en fait interagissent, créent ce qu'on appelle des rétroactions positives, c'est-à-dire s'aggravent en fait les uns les autres. Hein. Donc vous voyez donc sur cette carte qui est un cartogramme, donc où les surfaces sont proportionnelles à la population, donc vous voyez très bien la Seine-Saint-Denis parce qu'il y a du monde. Il y a à la fois l'échec scolaire, les quartiers violents, la délinquance, et entre le tiers et la moitié du trafic de stupéfiants national. Seine-Saint-Denis, ça crée beaucoup d'emplois, hein, d'ailleurs. Je vous conseille de revoir la série The Wire qui se passe à Baltimore. Hein. On voit très bien comment c'est difficile c'est pire qu'en Seine-Saint-Denis, mais de prendre les jeunes qui gagnent $100 par jour en faisant simplement le guetteur, de leur proposer d'être caissière de supermarché ou ouvrier. Évidemment, ils hésitent un peu, on les comprend. Donc, il y a tout ça, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que l'État joue son rôle aggravant. Moi, j'ai de plus en plus honte quand je vois sur les frontons des écoles liberté, égalité, fraternité, parce que je sais maintenant, tout le monde sait, que les inégalités dans la géographie scolaire ne sont pas seulement liées à l'inégalité des quartiers, des populations scolaires, donc qui iraient évidemment dans des établissements correspondant à la tonalité du quartier. Le système scolaire rajoute une part, et notamment le système du mouvement, hein, qui est âprement défendu par les syndicats, qui se pique aussi d'égalité, mais qui a pour effet que les enseignants les plus aguerris, les plus formés, ne sont pas dans les quartiers où on aurait le plus besoin d'eux, que par ailleurs, ce même système du mouvement, qui se prétend justement, qui prétend produire de l'égalité par l'uniformité, hein, puisque c'est national, donc il n'y a pas de privilégiés, mais n'empêche que le résultat, c'est qu'on ne peut jamais construire des équipes éducatives locales, puisque c'est national. Or, on sait très bien que il faudrait, c'est pas le même métier. J'ai été pendant quelques années professeur de collège en Seine-Saint-Denis. C'est pas un mauvais collège, hein, c'était pas du tout l'horreur, mais je me suis rendu compte, il y a aussi une question de l'âge des élèves, hein, mais si vous ajoutez aussi les problèmes sociaux, disons, c'est un métier qui est aussi différent du fait d'être prof dans une bonne terminale au centre d'Angoulême, je dis Angoulême comme ça, que être employé de bureau dans une compagnie pétrolière et être sur une plateforme offshore pour envoyer pour forer des forages pétroliers. C'est pas le même métier, donc ces gens-là devraient être payés au moins 2 fois plus, à mon avis. Il devrait y avoir une très grande diversité des salaires, et à ce moment-là, par ailleurs, le système scolaire pourrait très bien renverser la vapeur, c'est-à-dire faire que les écoles soient attractives pour les gens qui viennent d'autres quartiers, parce qu'on mettrait beaucoup de moyens, ce seraient des écoles très innovantes, et à ce moment-là, et si on joue, c'est quelque chose qui a commencé, hein, d'ailleurs. Vous avez vu la politique de Sciences Po ou d'autres universités qui consiste à privilégier les meilleurs élèves des quartiers difficiles, et du coup maintenant il y a des familles des classes moyennes qui sont vraiment très très à l'affût, hein, les parents complètement obsédés maintenant par
l'échec ou la réussite de leurs enfants. On comprend pourquoi, mais ce sont des experts en géographie scolaire. Donc ils se disent mais mon fils ou ma fille qui est moyenne dans son établissement, si elle va ou il va dans une école plus de pauvres, il va avoir plus de chances ou elle va avoir plus de chances de réussir. Donc il aura une place en prépa plus facilement. Vous voyez ce genre de choses. Donc on n'est pas démunis pour avoir des stratégies, mais pour le moment ça reste difficile. Et donc on peut dire que l'État est un acteur de la production des inégalités scolaires. Et on a vu aussi que c'est vrai pour la police. Les policiers préfèrent, et comprend aussi, les endroits où il n'y a pas de délinquants, bien sûr. Les juges préfèrent les endroits où il y a des belles affaires pénales, mais pas le train-train énorme des petites affaires qui ne sont pas très gratifiantes. Donc c'est pareil, en Seine-Saint-Denis, il y a moins de juges aguerris, il y a moins de policiers au total d'ailleurs. Voilà. Donc je dirais que ça c'est quand même la première chose à faire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber les espaces à faible densité, mais le dernier thème, ça sera sur plutôt la démocratie ou la manière de travailler. Donc je dis juste un mot maintenant sur ces espaces-là. Je pense que le rural, je veux dire le mot rural est en partie une rente politique, conservatrice, voire réactionnaire, qui consiste en gros à essayer de profiter de la part des élus, et puis en partie de la population qui les suit, garder les privilèges d'une société rurale pour en gros une société périurbaine. Et donc notamment garder un droit de sécession permanent par rapport aux aires urbaines. Donc prenons un exemple assez simple, l'Ouest lyonnais, le périurbain assez aisé globalement. Évidemment, les maires de ces communes-là ne veulent pas partager avec les communes populaires de l'Est lyonnais. Ils préfèrent garder leur argent. C'est ce qu'on observe aux États-Unis avec le système scolaire. Parce que les school boards, c'est en gros l'idée que les riches se payent leur école et les pauvres se payent leur école. Donc pas du tout de solidarité. Donc on voit bien comment l'idée, là, je voyais un maire des Yvelines qui se présentait comme un maire rural en disant moi je comprends mieux les gilets jaunes, donc je fais les cahiers de doléances, je note tout ce qu'ils demandent, le maire de Méricourt, je crois. Donc on voit bien comment ça marche pour lui. On voit bien que ça augmente son capital politique parce que comme les villes sont censées être des lieux de perdition dans le rapport politique-société, lui qui est en plein dans du périurbain plutôt chic, il dit mais moi je me comprends, voilà. Mais on comprend pourquoi il les comprend. Il y a un autre problème avec le rural, c'est l'agriculture. C'est que l'agriculture finalement aujourd'hui est pas centrale en fait dans les espaces à faible densité, mais quand même c'est accroché dans les représentations. Or l'agriculture n'est pas une très bonne branche en matière de développement, donc c'est une branche qui est peu productive, massivement subventionnée, sous perfusion du coup de l'État, qui réclame toujours plus à l'État, aux États européens nationaux, et qui pratique un lobby, disons, très très musclé. Jusqu'aux Gilets jaunes, c'était les plus violents, mais maintenant ils sont vraiment dépassés. On va voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Mais donc, je pense que l'avenir aussi du développement dans les espaces à faible densité, c'est beaucoup plus de s'inventer des projets de développement qui, bien sûr, peuvent utiliser le patrimoine de la ruralité. Parce que ce patrimoine, c'est des paysages, c'est des pratiques, c'est un bâti, c'est des traditions qui sont extrêmement intéressantes, et notamment pour le tourisme. Parce qu'on a une tradition paradoxale qui est que le monde agricole réclame beaucoup de subventions, mais pour produire des produits, d'ailleurs, pas toujours au top du point de vue de la santé publique, mais même si c'était le cas, alors, et en disant on veut pas être les gardiens du paysage ou
ce genre de choses, alors qu'en fait, le tourisme, c'est la première branche économique mondiale. Donc pourquoi ça serait considéré comme pas bien de faire du tourisme? On voit d'ailleurs que les gîtes, enfin l'agrotourisme, enfin l'écotourisme, ça marche d'autant mieux que ce sont plutôt les femmes des agriculteurs que les agriculteurs qui s'en occupent, ou des gens qui ne sont pas dans l'agriculture, parce qu'effectivement, eux, ils acceptent l'idée que c'est une profession de service où le client doit être écouté, donc c'est une autre compétence. Chacun peut en avoir plusieurs, hein, bien sûr, mais c'est une toute autre compétence que celle de l'agriculture. Donc, il me semble que là, il y a des choses intéressantes. Il y a la question du foncier. Là, je développe pas. C'est évident que le fait d'avoir un foncier très faible, c'est 10 000 euros le mètre carré à Paris. Dès que vous êtes dans le périurbain francilien, vous tombez, enfin, au bord du périurbain, dans les franges, à moins de 1 000 euros. Donc, ça veut dire que vous avez un rapport de 1 à 10, alors évidemment encore plus fort quand vous êtes dans des zones encore moins peuplées. Donc, c'est un sacré atout, parce que comme par ailleurs, les lieux sont très bien reliés d'une façon ou d'une autre, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses dans ces zones qui coûtent pas cher en étant connectés. Donc c'est l'idée de métropolisation partagée. Et je sais qu'en Bretagne et aussi autour de Nantes, il y a ces projets de complémentarité territoriale qui sont tout à fait intéressants. Ça reste un petit peu symbolique pour le moment, mais l'idée de savoir qu'est-ce que chacun peut apporter à l'autre, c'est plus de l'assistance. C'est l'idée que chacun a des atouts. Et à ce moment-là, on est dans une logique de projet. J'étais il y a 2 jours à Rambouillet, à la Bergerie nationale, où ils ont parlé beaucoup des projets européens, des réseaux ruraux européens, qui sont vraiment intéressants parce que ça oblige justement à raisonner non pas en termes de robinet, mais en termes de projet. Donc à mon avis, c'est ça la clé, c'est de penser développement et non pas assistance. Donc, merci. On va juste prendre peut-être quelques questions avant d'aborder la dernière thématique. Aurore, ouais. Je vais rebondir sur votre dernière proposition. Pour travailler avec beaucoup de territoires, comment vous expliquez que certains territoires, je pense notamment aux villes moyennes, et je parle pas, n'arrivent pas finalement à se concevoir de l'idée métropolitaine et se rêvent en métropole? Il va être à peine provoquant. J'ai travaillé il y a pas longtemps sur Coutances. Et ils rêvaient de devenir une métropole, ou en tout cas d'être dans une ère métropolitaine au niveau des élus. Comment vous expliquez qu'effectivement ils ont ce rêve-là, finalement? Est-ce que c'est pas lié au travail de certains géographes? Et là, je reprendrai peut-être les propos d'Olivier Bouba-Olga, qui le dit, qui finalement on a nié ce qui pouvait se passer dans les villes moyennes ou dans les campagnes. Et finalement, peut-être des choix politiques qui ont fait que on a voulu montrer que ce qui se passait finalement dans les métropoles et que le seul modèle qui pouvait exister, c'était les métropoles. Alors que, comme il le dit très bien, il y a des villes moyennes qui vivent très bien, qui se développent énormément en France et qui vivent peut-être même mieux que Paris. Niant aussi, d'ailleurs, les chiffres, enfin, si je reprends les propos d'Olivier Bouba-Olga, les chiffres qu'on peut donner sur le PIB, qui sont finalement peut-être qui masquent certains éléments et des coûts, finalement, de la vie aussi dans les territoires ruraux, et des valeurs qui sont non marchandes, qui sont aussi créées, et qu'on ne comptabilise pas de cette manière-là. Oui, alors, bon, disons quand même que les métropoles produisent, je veux dire que chaque fois quels que soient les instruments de mesure, quel que soit le régime politique, souvent en France on dit c'est la centralisation, dans tous les pays du monde, les plus grandes villes produisent plus par habitant que le reste du territoire. Mais, et comme on le disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter probablement pour le moment. En revanche, mais ça n'enlève rien à tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait que tous les lieux du monde sont des candidats à des développements originaux qui sont pas justement la pâle copie. À côté de Coutances, il y a un endroit que j'aime bien qui s'appelle Cerisy-la-Salle, et voilà un centre du monde je l'ai même pris comme exemple dans un article sur la notion de marge, parce qu'une marge, c'est une périphérie qui peut devenir un centre. Et le succès de Cerisy-la-Salle en tant que centre de conférence, de colloque, c'est justement parce que c'est difficile d'aller au bistrot, au cinéma. On peut pas y aller à pied pratiquement. Le petit village, il est vraiment, il y a plusieurs coiffeurs, mais c'est à peu près tout.
Et donc, du coup, les gens sont obligés, ils font exprès de mettre de l'Internet très lent pour qu'on puisse pas passer trop de temps à l'Internet pendant les séances. Et du coup, on se concentre dans des colloques qui durent très longtemps. Aujourd'hui, qui durent une semaine. Autrefois, c'était les décades. Maintenant, les colloques durent une semaine. Et ça change complètement la manière de travailler ensemble. Et donc, grâce à ça, Cerisy attire des gens du monde entier. Bon, disons que ça reste très francophone, mais en tout cas du monde universitaire francophone sans aucun problème. Donc voilà, et je sais pas, pas loin de chez vous, il y a les herbiers, Success Story, ça commence à se savoir, enfin la Vendée, les Bauges, etc. C'est les Mauges, pardon. Cette zone-là, Nord-Vendée, sud du Maine-et-Loire, c'est des endroits, pour des raisons historiques, culturelles, anthropologiques, et des endroits qui sont très bien placés pour, par exemple, avoir des activités industrielles, alors que c'est pas forcément possible dans le vieux tissu industriel plus urbain. Ces industries rurales, finalement, souffrent moins globalement que les grandes concentrations dans les bassins, alors que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui a voulu continuer sur l'industrie lourde puis sur l'industrie légère, là, il y a des problèmes culturels inverses, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Les gens attendent, enfin, restent les petits-enfants de mineurs, gardent certaines attitudes qu'avaient leurs parents, leurs grands-parents, et ça ne permet pas du développement. Donc, voilà, donc effectivement, je pense qu'il faut partir de l'idée que tout est ouvert, mais pas en ignorant les villes, mais en profitant. Hein. Je pense que on n'aura pas le temps d'en parler, mais je pense qu'une région bassin parisien qui aurait compris Le Mans, la Normandie, Amiens, Reims, Tours, Orléans, eh bien en fait ça aurait été une chance pour ces villes-là parce qu'elles ont la capacité d'attirer une partie des activités qui sont en Île-de-France. Au mieux, ce qu'on voit, ce qu'on peut mesurer, par exemple dans la Randstad ou des villes comme Utrecht, qui sont pas des très grosses villes, comme elles sont intégrées à un réseau très très puissant et efficace, elles sont à un meilleur niveau que si elles étaient tout seules. Idem dans la plaine du Pô, les petites villes réussissent très bien. Donc voilà, en effet, je pense que là, on peut être, je dirais, structurellement optimiste. Et oui. Merci. Je voulais vous parler, avant qu'Aurore ne m'arrache le micro des mains, je voulais vous parler effectivement de la Vendée. Je pense qu'il y a un aspect peut-être qu'on oublie un peu trop souvent, c'est l'aspect sociologique. On parle de géographie, mais il faudrait parler beaucoup de sociologie aussi. Et le modèle vendéen est en grande... Je suis pas vendéen, mais j'ai vécu une bonne partie de ma vie. En grande partie, il est expliqué par un réflexe sociologique qui est le réflexe de fait de gens qui s'entraident, qui travaillent ensemble et qui créent des événements ensemble et qui effectivement... Alors, quand je le regarde de l'extérieur, je vis à Nantes, donc je suis nantais. Quand je le regarde de l'extérieur, je me dis que finalement, c'est plus facile dans une région comme la Vendée qu'à Nantes. Parce que effectivement, on arrive beaucoup plus à fédérer dans ce réseau de villes moyennes qu'on arrive à fédérer dans une grande ville comme Nantes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a aussi des exemples de grandes villes qui arrivent bien à fédérer les énergies. Hein, donc, mais vous avez raison, votre déclaration de départ, c'est-à-dire la sociologie, l'anthropologie, mais c'est de la bonne géographie aussi, de voir justement les différenciations. Pour moi, c'est la même chose. Hein, je fais pas de différence. Effectivement, j'ai vécu un bon moment en Suisse, dans une région alpine assez particulière aussi, qui a été très pauvre. Hein. Les Suisses, comme la Vendée, hein, faut pas non plus déshistoriciser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, un certain nombre de caractéristiques anthropologiques, qui sont d'ailleurs en mouvement, mais qui pouvaient jouer négativement, se sont mis à jouer positivement. Hein. Donc ça, c'est ça qu'il faut. Si on travaille sur le développement, il faut avoir des très bonnes lunettes, des capteurs, et ça passe aussi par l'écoute des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ?
quelles sont leurs ressources pour le faire. Donc le Puy du Fou, c'est intéressant parce que voilà, pour un intellectuel parisien, Philippe de Villiers, c'est quand même pas sa tasse de thé a priori, mais c'est intéressant de voir comment il a construit ça, et justement en utilisant des ressources que vous avez résumées, l'idée d'un travail commun, une identité locale qui joue en positif puisqu'elle va transcender des éléments de non-coopération qui peuvent exister dans des endroits où les gens habitent au même endroit mais se détestent ou n'envisagent pas un instant de travailler avec des gens qui sont pas dans la même caste ou dans la même catégorie. Donc effectivement, je citais les Alpes parce que les Alpes, c'est la seule montagne, je pense, enfin, depuis la chute des Incas et des Aztèques, c'est la seule montagne dans le monde qui est plus riche que la plaine. Enfin, bon, c'est un peu triché de dire ça parce qu'ils sont plutôt dans les plaines près des montagnes, hein, mais quand même, ils sont assez bons à Davos. Davos, c'est vraiment dans la montagne, et c'est vraiment chic. Il y en a quelques autres comme ça dans les Grisons. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout interdit. Alors, c'est intéressant de comprendre justement les Grisons. Hein, c'est une première fédération de gens qui font un pacte pour se défendre contre des ennemis. Ils sont pauvres, mais ils coopèrent. Et ça a donné le modèle de la Suisse aussi. C'est des gens qui sont plutôt dans le consensus que dans le conflit. C'est des gens qui sont, même si c'est un peu rêvé en Suisse, l'idée du problem solving, hein, c'est-à-dire qu'on se réunit pour essayer de résoudre un problème. On peut pas dire que ça soit le trait dominant de la vie politique française, mais y compris avec les citoyens ordinaires, hein, qui adorent le conflit. Et ça, c'est pas biologique, hein, j'espère en tout cas, mais c'est quand même ancré dans une histoire longue. Et donc, c'est ça aussi qui fait la différenciation. Hein. Donc, Barcelone, c'est comme les herbiers. Voilà, c'est grand ou petit, mais Barcelone, ça marche. Enfin, le Barcelone, maintenant c'est un peu plus difficile, mais le Barcelone des Jeux Olympiques, par exemple de 1992, ou le Séoul d'aujourd'hui. Voilà, donc ça peut être aussi des grandes villes. Bien, je vous propose de passer à notre dernière thématique pour quand même qu'on ait après un moment informel et convivial pour continuer d'échanger. On souhaitait terminer effectivement autour de cette notion, vous avez parlé de citoyenneté et en tout cas de rapport effectivement de chacun d'entre nous à cette question de la relation espace et temps. Et notamment, l'idée c'était un petit peu de s'interroger sur comment prendre le temps nécessaire pour construire un espace juste tout en répondant aux demandes immédiates des habitants. Et c'était un petit peu fondé, ce questionnement, sur le constat que l'on fait que nous sommes devenus un peu tous des court-termistes et maximalistes dans une attente constante de satisfaction immédiate, de besoins réels ou supposés parfois. Et par ailleurs, on est confronté à une gestion de l'espace et qui automatiquement s'inscrit dans un temps beaucoup plus long. Donc, par rapport à ce questionnement, rapport temps-espace et impatience du citoyen et participation du citoyen, en 2 minutes, ça doit être facile de répondre. Aucun problème, d'autant plus que vous avez donné la réponse, c'est vrai. Elle est très bien formulée, cette question. C'est l'articulation des temps. Donc la réponse est non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était, je crois, Daniel Cohn-Bendit à propos des débats sur l'environnement, hein, qui disait que, enfin, qui souhaite quand même des prises de position fermes sur le climat, mais il disait la première victime de l'urgence, c'est la démocratie. Et on est en train d'en vivre un moment actuellement. L'idée d'urgence, c'est justement l'idée qu'on n'a plus le temps de discuter. Et à mon avis, on a toujours le temps de discuter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas décider, mais il ne faut pas pour autant forcément fermer le débat. Et je pense d'ailleurs que si on fait le bilan depuis Rio, le premier Rio 1992, jusqu'à aujourd'hui, de la manière dont on a utilisé, donc c'est plus de 25 ans, pour traiter les questions de nature, climat, biodiversité, etc., je trouve qu'on les a mal utilisés,
parce qu'en fait, c'est une succession d'injonctions à agir dans l'urgence, mais qui ne prend pas le temps de discuter avec des gens, de les écouter, de permettre aussi aux chercheurs de dire l'état de la science, de ne pas faire un discours de propagande dirigé vers l'extérieur, mais de dire aussi leurs doutes, le fait que c'est compliqué, qu'on ne sait pas tout, et donc de prendre les citoyens comme des adultes, alors que le mot horrible, en fait, c'est le mot pédagogie. Les citoyens ne sont pas des élèves. Et je pense que vraiment les hommes politiques français devraient arrêter d'utiliser ce terme, parce que ça fait partie du... c'est peut-être pas ce terme lui-même qui excite l'agressivité, mais c'est ce qui va avec, c'est l'idée, mais mes pauvres amis, vous n'avez pas compris, on va vous expliquer. Donc ça, ce n'est plus possible, et donc je pense que c'est inversement le fait qu'on est dans des sociétés de gens cultivés qui maîtrisent très bien la communication, qui sont capables de reconnaître quand ils savent ou quand ils savent pas, si on les met dans des conditions favorables, sereines, qui sont capables d'accepter l'idée de se former pour pouvoir participer de manière compétente à un débat. Donc, on peut faire des exercices démocratiques d'un genre complètement nouveau. Je comprends bien qu'à l'époque des jacqueries, avant la Révolution française, bon, c'était déjà extraordinaire d'avoir fait les cahiers de doléances. Mais on sait bien que tout le monde ne s'exprimait pas. C'était quand même plutôt les gens qui étaient lettrés, en tout cas qui tenaient la plume et qui intervenaient quand même sur le contenu. Aujourd'hui, on peut se permettre vraiment que tout le monde parle. Et donc, pour moi, c'est ça la clé, c'est-à-dire aujourd'hui, bon, si on prend le cas des Gilets jaunes, c'est sûr que pour calmer le jeu, il faut prendre des mesures d'urgence. Mais par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on lance des choses, des dispositifs. Emmanuel Macron, dans son programme électoral, avait annoncé qu'il changerait le CESE, le Conseil économique et social et environnemental, en faisant une espèce de tour de contrôle, enfin de cœur de tout un système de démocratie que j'appellerais interactive, plutôt participative, où on peut prendre le temps justement, par exemple, de préparer les lois avec des assemblées de citoyens tirés au sort, enfin peu importe, il y a plein de techniques. L'Internet est vraiment une aubaine de ce point de vue-là, parce qu'on peut gagner énormément de temps et d'argent, et du coup, mettre tout le monde, par exemple, préparer des états généraux de la fiscalité, là je sors de l'espace, mais aussi préparer des états généraux de l'habité, où on discuterait justement de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la justice, qu'est-ce qui est de l'ordre du projet personnel, donc où est-ce que la société dans son ensemble doit s'impliquer, par exemple, pour assurer des services minimums partout, selon quelles conditions, comment on tient compte de la mobilité ou pas, est-ce que la mobilité, c'est l'internat pour les lycées ou des petits lycées partout? Ça se discute, il n'y a pas de réponse immédiate et mécanique, et donc je pense que tout le monde a son mot à dire. Donc voilà, moi je pense que vous avez complètement raison, la clé c'est le temps, et donc les gens du temps court doivent essayer de créer les conditions pour qu'on dispose du temps long. Et comme notre temps est assez court, c'est un peu facile, mais je vous donne quand même la parole pour une ou deux questions sur ces questions simples de citoyenneté, de temps et d'espace. Il y a des questions. Aurore est toujours au fond prête à bondir. Oui. Est-ce que justement on ne serait pas en train de louper un temps, puisqu'on a quand même à la fois des tensions autour des ronds-points qui parlent aussi de nos territoires, des ronds-points qui sont désormais habités, ce qui est quand même une évolution positive, mais qui questionne, et vous le disiez aussi, sur des formes aussi d'égoïsme réciproque entre une métropole et sa pseudo-ruralité ou ses abords. Est-ce qu'on n'est pas en train de louper le temps aussi de retrouver une échelle démocratique sur laquelle on pourrait avoir, pour le coup, une vraie pratique de la discussion, une vraie pratique du temps long,
alors qu'en 2020, on s'apprête à voter pour des communes qui ne font plus grand-chose, dans des agglomérations qui font parfois une centaine de communes, qui gèrent tout, avec une commune-centre qui va peut-être faire 5000 habitants, et des élus dits ruraux, mais qui en tout cas sont complètement perdus, et peut-être d'ailleurs des patrons de rond-point qui vont se présenter aux élections et qui seront sans doute élus. Par ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas en train de louper là aussi l'occasion de réinventer une vraie échelle démocratique sur laquelle on parlerait des vraies choses? Oui, j'espère que non, parce qu'il y a plein de gens comme nous qui disent ça en ce moment en même temps. On peut peut-être espérer qu'il y a une occasion un peu douloureuse, mais qui sera saisie. Je parle pour la France, mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est aussi ce que j'ai appris de mon expérience suisse, c'est qu'il faut absolument pas confondre la démocratie interactive, ou disons participative, comme on dit souvent, et la démocratie directe. D'une certaine façon, c'est le contraire. Et les épisodes de démocratie directe qui sont très fréquents en Suisse et très organisés sont pas, à mon avis, globalement très positifs. Disons que c'est une condition d'existence de la société suisse, parce que vous savez qu'il y a eu une guerre civile il n'y a pas très longtemps en Suisse, en 1848, même un peu plus tard. Donc, ça a été une solution pour éviter que les pouvoirs s'écartent trop des attentes des gens. Mais il y a ça mine complètement et en permanence l'autonomie du politique. C'est un peu le contraire de la France, où la France a le pouvoir exécutif a en apparence beaucoup d'autonomie. En fait, on voit que elle est en train de disparaître. Mais c'est pas très sain, parce qu'en gros, ça pousse les gens à répondre à de mauvaises questions en permanence, des questions mal formulées, des questions auxquelles on répond par oui ou par non. Et en général, le non, c'est tous les mécontents qui sont mécontents pour des raisons qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc la question, faudrait pas, ça serait une manière de rater aussi le coche, c'est de croire que la solution, c'est par exemple de recourir au référendum tout le temps, comme le demandent certains. En revanche, ce que vous disiez sur ces espaces infralocaux, parce qu'on peut considérer que l'intercommunalité grande XXL, même parfois comme on dit, genre le Pays Basque, Annecy, c'est plutôt pas mal, parce que ça fait correspondre un gouvernement local à un espace pertinent. Donc il faut bien gouverner les grands équilibres de marché de l'emploi, marché du logement, mobilité, etc. Mais en revanche, ce qui est plus petit que ça, ce sont des endroits très intéressants auxquels on a fait jouer des rôles politiques de plein exercice, créant des sécessions, comme je le disais tout à l'heure. Mais au Portugal, il y a une entité qui s'appelle la freguesia. Donc, c'est la paroisse, en gros. C'est-à-dire, en gros, comme en France, on a pris les paroisses préexistantes pour en faire des objets laïques, mais très rapidement au Portugal, on a monté le niveau politique de base au niveau supérieur. Il s'appelle Conselho, qui est en gros celui du canton en France. Et du coup, la freguesia, c'est plutôt un lieu de l'apprentissage du vivre ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de budget, mais par contre, on peut réfléchir, on peut aussi porter des messages à l'entité plus grande, et on ne se prive pas de le faire, parce qu'il y a aussi des gens qui ont une très forte identité freguesia, et vous verrez si vous lisez le livre, vous verrez dans l'enquête portugaise, ça se voit, ils se privent pas de le dire, c'est des patriotes de la paroisse. Mais c'est pas grave, parce que ça va pas empêcher le fait qu'il y ait au niveau politique un peu plus pertinent un vrai pouvoir politique. Donc c'est un peu comme les arrondissements dans les grandes villes. Je trouve que le modèle de l'arrondissement à Paris ou à Lyon, c'est pas si mal, parce que on peut même le faire gonfler un peu, avoir des budgets participatifs, donc avoir une présence encore plus forte de l'habitant de base, mais ça n'empêche pas que la grande politique stratégique se situe à un niveau supérieur, et notamment que ce ne sont pas ces niveaux infralocaux qui fabriquent leur population. Parce que c'est ça qui a été le terrible dans l'histoire de
pays, il n'y en a pas beaucoup en France, enfin en Europe, qui ont autant de communes, hein, mais le fait que les maires ont pu changer leur peuple pour qu'ils correspondent à leur clientèle électorale. Donc, je pense que les deux sont possibles. Alors, et qu'il ne faut pas s'interdire non plus de faire de la démocratie interactive à la grande échelle. Hein, donc, s'il y avait, par exemple, une espèce de navette dans la préparation des lois qui oblige à passer par quelque chose d'autre que la démocratie représentative, bah, ça renforcerait in fine la démocratie représentative parce que au moment du vote, du débat au Parlement et du vote, on aurait la force dans la construction de la loi de tout ce travail fait par l'ensemble des citoyens. Et donc, moi, il me semble que c'est possible. Bien, merci. Je pense qu'il est maintenant l'heure de laisser la parole à Jacques Crochet pour conclure un petit peu ce débat et remercier bien sûr Jacques Lévy. Je voudrais remercier bien sûr notre conférencier. Je voudrais remercier aussi Maryse et puis notre régulateur qui s'est révélé ce soir dans un nouveau rôle, mais on ne le notait pas. Monsieur Lévy, vous n'aimez pas trop le terme pédagogie. C'est vrai que les hommes politiques en usent et en abusent. Moi, je dois vous dire que vous êtes remarquablement pédagogue et que vous avez su démythifier pas mal de sujets, battre en brèche des idées reçues et nous faire partager sur un sujet un petit peu austère quand même, tout autre enthousiasme de chercheurs. Dans la conclusion de votre livre, vous dites le juste ne se décrète pas, c'est aux citoyens d'en délibérer. Oui, mais ce citoyen, faut-il encore qu'il soit éclairé? Faut-il qu'on lui donne tous les moyens pour juger de ça? Et j'ai envie de dire à un moment où la classe politique, les corps intermédiaires sont de ce point de vue-là un peu battus en brèche, je crois que la société civile a son rôle à jouer pour autant que ceux qui la représentent puissent maîtriser l'ensemble de tous les leviers et en particulier de la connaissance. Alors vous me permettrez d'être un peu immodeste pour Kervégan, mais j'ai envie de dire qu'on essaye bien modestement de jouer ce rôle un peu de traducteur entre les experts, les élus et le citoyen. Et ça n'a rien de condescendant de dire ça, c'est-à-dire de mettre à disposition des gens tous les éléments pour qu'ils puissent s'enrichir et également de leur offrir une plateforme. Je crois que c'est quelque chose d'assez rare où des gens issus de tout milieu, toute sensibilité peuvent échanger et de ce point de vue-là développer un petit peu ce qu'on appelle l'intelligence collective. En tout cas, merci beaucoup, merci de votre présence et merci également à Kervégan puisque nous sommes très contents de nous. Voilà.